Désolée, mais je dois savoir. Pourquoi ces menottes? Êtes-vous blessé? Je ne sais pas. Avez-vous frappé quelqu'un? Quelqu'un vous a-t-il frappé? Je ne sais pas. Je ne peux pas. J'ai des enfants. Marchait-il? Était-il à vélo? Quoi? Je ne comprends pas. Parce qu'il faisait noir, j'ai tourné un coin. Vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse Je dois savoir. et avoir provoqué une collision de la circulation entraînant un accident mortel. Rebecca Grossman, une mondaine de Los Angeles de 57 ans, a renversé 2 enfants sur un passage piéton. Elle roulait illégalement à vive allure dans une Mercedes-Benz blanche, faisant la course avec son amant, l'ex-star des Dodgers de Los Angeles, le lanceur Scott Erickson, qui était dans une Mercedes identique, mais noire. La 45 mph, mais Rebecca et Scott 90 mph. Nous sommes le 29 septembre 2020, et plus tôt dans la soirée, Rebecca et Scott ont bu des margaritas dans un restaurant local. Puis, ils sont montés dans leur voiture de luxe et ont fait la course à travers Westlake Village, une riche communauté de Los Angeles. Les témoins ont décrit leur conduite comme un jeu mortel de chats et de souris. Pendant ce temps, Nancy Iskander et son mari Karim étaient sortis avec leurs 4 enfants. Les Iskander, originaires d'Égypte, sont des chrétiens coptes. Après des mois de restrictions dues à la Covid-19, ils profitaient d'une simple sortie en famille. Les rues calmes de Westlake Village seraient sûrement sûres. Karim a couru en avant avec leur bébé dans une poussette sur le passage pour piétons. Nancy les a suivis en roller, son fils Zachary de 5 ans à ses côtés. Derrière eux se trouvaient leurs 2 garçons les plus âgés. Marc, 11 ans, sur un skateboard, et Jacob, 8 ans, en roller. Ils étaient rodés sur un large trottoir clairement marqué et éclairé, mais sans feu de croisement. Il était 17h10 et ils avaient la priorité. C'est alors que Nancy a entendu le rugissement des moteurs. Elle s'est retournée pour voir 2 voitures foncer vers eux. Ils arrivaient envers nous à une vitesse incroyable, a déclaré Nancy plus tard. Elle a agité ses bras, signalant désespérément qu'ils ralentissent. Mais la voiture noire de Scott continuait d'avancer. Nancy a attrapé Zachary et l'a serré contre elle. La Mercedes noire les a frôlés de peu. Ensuite, la voiture blanche de Rebecca est arrivée. Elle s'est écartée du passage piéton où Marc et Jacob se tenaient. Elle a continué sans ralentir ni s'arrêter. Elle les a percutés de plein fouet. Nancy ne pouvait que regarder ses fils être projetés en l'air. Le corps de Jacob a atterri à 50 pieds du passage piéton. J'ai regardé en arrière et Zachary aussi s'est retourné pour voir l'autre voiture venir les prendre, a dit Nancy, luttant pour retenir ses larmes. Karim Iskander a entendu le crash suivi des cris de sa femme. Il a couru jusqu'au passage piéton. Quand Nancy a atteint Jacob, elle l'a trouvé allongé immobile sur le sol. Il avait l'air paisible, presque comme s'il dormait. Mais Marc n'était nulle part en vue. Il avait été projeté à une distance inimaginable de 250 pieds sur la route, chaque os de son corps brisé. Ma femme m'a dit que Marc avait été frappé. Alors j'ai couru environ 50 pas et j'ai vu Jacob, a dit Karim. Au début, il n'a pas réalisé que les 2 garçons avaient été frappés. Quand je lui ai dit que c'était Jacob, elle a dit que Marc était plus loin sur la route. J'ai cherché autour de moi mais ne pouvais pas le trouver. Dans le chaos, quelqu'un pratiquait déjà la réanimation cardio-respiratoire sur Jacob. Suivant leurs instructions, Karim s'est tourné vers Marc et a débuté le bouche à bouche. C'était inutile. Marc a été déclaré mort sur les lieux. Jacob a été transporté d'urgence au centre médical régional de Los Robles où il mourait quelques heures plus tard. Malgré l'impact évident, Rebecca n'a pas arrêté. Sa Mercedes-Benz, airbag déployé et avant endommagé, a continué d'avancer. Selon le bureau du procureur du district de Los Angeles, son véhicule ne s'est arrêté qu'à un quart de mile plus loin lorsque le moteur endommagé s'est automatiquement éteint et a déclenché un appel d'urgence au 911. L'opérateur a demandé « Madame, avez-vous heurté quelqu'un ou quelqu'un vous a-t-il heurté ?» Rebecca a répondu « Je ne sais pas. Je conduisais sur la route et soudainement mon airbag a explosé. » Êtes-vous blessé? Je ne sais pas. Avez-vous heurté quelqu'un ou quelqu'un vous a-t-il heurté? Je ne sais pas. On me dit qu'il y a des enfants impliqués. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Faites une enquête rapidement. Je suis désolée, je dois savoir. Je ne peux pas, j'ai des enfants. Je dois savoir. Traversait-il? Marchait-il? Était-il à vélo? Quoi? Je ne comprends pas parce qu'il faisait noir. J'ai tourné le coin? Lorsque Rebecca a été arrêtée, son taux d'alcoolémie était de 0,076.
techniquement en dessous de la limite légale. Cependant, un test sanguin a par la suite révélé un niveau de 0,08, indiquant que son taux d'alcool augmentait au moment de l'accident. Elle aurait été un danger au volant à ce moment-là. Pourquoi suis-je menotté? Vous êtes actuellement en état d'arrestation pour conduite sous influence et avoir causé un accident de la circulation qui a entraîné une collision mortelle non. Du Valium a également été trouvé dans son système, même la nuit. Les véhicules utilitaires sport noir et blanc étaient clairement distinguables. Pourtant, dans les procédures judiciaires qui ont suivi, Rebecca Grossman, accusée d'homicide involontaire par véhicule, et plus encore, présenterait une version très différente des événements au tribunal. La défense de Rebecca Grossman soutiendrait plus tard que ce n'était pas elle, mais son amant Scott Erickson qui a renversé les garçons. Nous y reviendrons dans un instant. Son avocat, Richard Hutton, a publié la déclaration suivante. Rebecca Grossman est une personne bonne et décente qui a consacré toute sa vie en tant que mère, bénévole et fondatrice d'une organisation à but non lucratif à prendre soin des autres. Il n'y a pas eu un seul jour dans la dernière année, depuis l'accident où Rebecca n'a pas pensé à et prié pour Mark et Jacob et leur famille. Mais si Rebecca se souciait tant, pourquoi a-t-elle fui? Et qui est exactement Rebecca Grossman? Rebecca Grossman est née le 11 juin 1963 en Californie. Elle a fréquenté l'université Texas Tech avant d'obtenir son diplôme de l'Université de Californie à Los Angeles en 2002 avec une licence en journalisme de diffusion. Elle est épousée Peter H. Grossman, l'un des chirurgiens plasticiens les plus en vue de Los Angeles et le fondateur de la fondation Grossman Burns. Son père, Richard Grossman, a fondé le célèbre Centre des brûlés Grossman, une institution médicale très respectée. Rebecca est devenue présidente de la fondation Grossman Burns en 2006, un rôle de haute importance. Elle a également travaillé en tant qu'éditrice et rédactrice en chef de West Coast Luxury Publications, supervisant Westlake Magazine, West Luxury Magazine et Paragon Healthy Lifestyle Magazine. Avant cela, elle a trempé dans l'industrie du divertissement et a même travaillé comme hôtesse de l'air. La générosité des Grossman est largement reconnue. En 2007, Rebecca a été nommée femme de l'année par l'Association américaine du cœur. La même année, elle et Peter ont été honorés par la fondation Haven Hills pour leur travail dans la prévention de la violence domestique. Sur le papier, Rebecca Grossman semblait intouchable, une figure respectée, une humanitaire, une mère aimante. On s'attendrait à ce que quelqu'un comme elle s'arrête, sorte de la voiture et essaie d'aider, et non pas fuir la scène d'un accident qui a laissé 2 enfants morts. Au début de 2020, les Grossman vivaient dans une communauté fermée haut de gamme à Eden Hills, nichée dans les montagnes de Santa Monica du comté de Los Angeles. Rebecca et Peter avaient 2 enfants, un fille adolescente et un fils d'âge moyen. Ils ont également adopté Zubaida Hassan, une jeune fille d'Afghanistan qui avait subi de graves brûlures. L'histoire de Zubaida a attiré l'attention nationale sur la famille. Eh bien, la petite fille qui avait été abandonnée pour morte était maintenant entre les mains d'anges, déterminée à rendre son sourire à Zubaida. Regarde! Quand il semblait qu'elle devrait retourner en Afghanistan avant d'avoir terminé son traitement, le docteur Grossman et sa femme Rebecca l'ont accueillie dans leur maison en Californie. En 2002, Rebecca et Peter l'ont adoptée pour lui fournir un traitement vital dans leur centre de brûlure. Les projecteurs des médias ont suivi. Zubaida est apparue sur Oprah, ABC Primetime et Good Morning America. Sa guérison a été chroniquée dans le livre Tiny Dancer. La vie de Rebecca semblait parfaite en images. Un mariage apparemment solide, une carrière réussie et gratifiante, 2 chevaux, 5 chiens et une réputation en tant que modèle de la société. Mais sous cette image polie, les fissures étaient là. En 2020, les fissures dans le mariage des Grossman se sont creusées. Rebecca et Peter Grossman se sont séparés, et la même année, Rebecca a commencé à sortir avec l'ancien lanceur des Dodgers Scott Erickson. Revenant à cette nuit fatale, des témoins ont rapporté avoir vu la Mercedes blanche de Rebecca zigzaguer à plus de 80 mph dans les rues résidentielles de Westlake Village. La voiture noire de Scott Erickson suivait de près, essayant de rattraper. Les témoins ont décrit la conduite du duo comme un jeu dangereux de chat et de souris. Malgré le crépuscule, 6 minutes après le coucher du soleil, les Mercedes blanches et noires restaient bien visibles. Après l'accident, Scott Erickson, 52 ans à l'époque, a également été arrêté, accusé de conduite imprudente, un délit mineur.
Son affaire a été discrètement résolue en février 2021 lorsqu'un juge lui a ordonné de faire une annonce de service public à destination des lycéens sur l'importance de la conduite sécuritaire. Aucune trace d'un test d'alcoolémie effectué sur Scott. Son équipe de relations publiques a agi vite et bien pour minimiser les retombées, c'est clair. La caution de Rebecca a été fixée à 2 millions de dollars. Pendant qu'elle était libre, elle semblait tout faire pour retarder le procès ou faire annuler les charges. Malgré ses premières affirmations de ne pas savoir qu'elle avait heurté quelqu'un, les données cassées de sa voiture révélaient une toute autre histoire. La Mercedes de Rebecca avait roulé à 81 miles par heure pendant la plupart de son trajet. Quelques secondes avant l'accident, elle a effleuré les freins, réduisant sa vitesse à 73 miles par heure. Cependant, il n'y avait aucune marque de pneus ou signe qu'elle s'est tentée de s'arrêter ou de se garer. La famille Iskander, déjà éprouvée, a été davantage choquée par l'attitude de Rebecca par la suite. Elle a plaidé non coupable et a rejeté la faute de l'accident sur Scott Erickson. Selon elle, Scott a percuté les garçons, puis a arrêté sa voiture, a fui la scène et s'est caché dans les buissons. Il y avait même une conversation scellée entre Rebecca et son mari séparé, Peter Grossman, dans laquelle elle l'a exhorté à appeler Scott et à le convaincre de se confesser en vidéo. Dommage pour le couple, l'attitude de Rebecca au tribunal n'a pas arrangé les choses. Elle a à plusieurs reprises manqué de se présenter aux audiences, 5 fois pour être exact, amenant la juge Shelley Samuels à émettre un avertissement en septembre 2020 et qu'un mandat d'arrêt pourrait être émis à son encontre. Rebecca agissait comme si elle était intouchable. Son cabinet juridique a déposé motion après motion pour retarder la procédure, une pour rejeter toutes les accusations, une autre pour réduire les accusations à un homicide involontaire par véhicule. Les deux ont été refusées. Le juge a plutôt conclu que Rebecca Grossman avait agi avec une malveillance implicite, un crime bien plus grave que la négligence grave. La malveillance implicite désigne l'indifférence dépravée envers la vie humaine sans intention de tuer. Cette définition juridique peut augmenter les accusations à un meurtre au second degré. Un procureur a plus tard comparé la force de l'impact à celle de la chute de la voiture de Rebecca d'un immeuble de 12 étages directement sur les corps des garçons. Lorsque le procès tant attendu de Rebecca a commencé le 27 janvier 2024, son équipe de défense a présenté leur version des événements, une reconstitution animée très controversée. Selon cette version, la voiture noire de Scott a percuté l'un des garçons, les envoyant en l'air, et le véhicule utilitaire sport blanc de Rebecca les a de nouveau frappés alors qu'ils tombaient. Cette reconstitution a suscité des interrogations, surtout compte tenu des rapports selon lesquels Rebecca aurait prétendument écrit une lettre à Elon Musk pour lui demander si des objets auraient pu tomber du ciel ce jour-là. Nancy a qualifié l'animation au tribunal de pure invention. Son témoignage est resté cohérent. Elle a relaté que la voiture noire a presque heurté son fils Zachary, 5 ans, et elle-même. Les preuves soutenaient le récit de Nancy. La Mercedes noire de Scott Erickson ne présentait aucun dommage, tandis que la Mercedes blanche de Rebecca avait des bosses et des égratignures significatives sur la grille avant cohérente avec la collision. Nancy n'avait aucun motif de mentir. Son récit restait la version des événements la plus crédible et cohérente. Dans un moment éprouvant, le jury a été montré des photos du corps brisé de Mark gisant dans la rue. Nancy ne pouvait pas le supporter. Accablée de chagrin, elle a hurlé et s'est enfuie de la salle d'audience. Nancy a enduré des heures de témoignages déchirants, un fardeau rendu plus lourd par le refus de Rebecca Grossman d'admettre sa culpabilité. Les procureurs l'ont décrit comme une épreuve insupportable pour la famille, aggravée par les retards incessants et les manœuvres judiciaires de l'équipe juridique de Rebecca. Les preuves, y compris les diagnostics du véhicule, désignaient clairement Rebecca Grossman. Pourtant, elle a plaidé non coupable. Nancy a raconté les moments après l'accident avec des détails troublants. L'un des garçons a été frappé si violemment qu'elle n'a même jamais vu où il a atterri, et alors que la Mercedes blanche s'éloignait à toute vitesse, elle sort son téléphone et commence à prendre des photos de la scène pour la police. Les procureurs craignaient que leur dossier contre Rebecca soit faible parce que Scott Erickson a été laissé hors de cause en échange de simples discours à des lycéens. Cependant, les procureurs avaient un atout dans leur manche lorsqu'ils ont présenté une contravention pour excès de vitesse que Rebecca a reçue en 2013. Le billet documentait non seulement son comportement imprudent, passé. Lors de l'arrêt, les officiers l'ont averti plusieurs fois que l'excès de vitesse pourrait être fatal. La réponse de Rebecca ? Elle aurait fait une remarque désobligeante, faisant référence à son rôle de présidente du centre de brûlure Grossman, suggérant qu'il serait difficile d'obtenir un traitement pour des brûlures si besoin.
Cet échange a mis en évidence son mépris flagrant pour la vie humaine, un mépris qui reflétait ses actions la nuit de l'accident et son refus d'assumer ses responsabilités par la suite. Son comportement au tribunal, plaidant non coupable et retardant les procédures, n'a fait que renforcer le cas de malveillance implicite de l'accusation. Pendant ce temps, la famille Iskanders vivait un chagrin immense. Nancy et Karim ont parlé de leur fils avec une tendresse déchirante. Marc, le garçon de 11 ans, rêvait de devenir neurochirurgien ou comédien, un garçon plein de vie et de promesses. Jacob, 8 ans, était le garde du corps de sa mère, farouchement protecteur et aimant. Karim Iskander, retenant ses larmes, a dit « J'aimerais que tu sois ici pour faire des choses merveilleuses comme tu l'as toujours fait. J'ai toujours été et suis toujours fier de toi. » Nancy a expliqué que la foi a aidé la famille à gérer son deuil au quotidien. « Nous continuons à prier et tous les jours, la justice viendra. Parce que peut-être que Dieu attend juste les bonnes personnes pour venir au bon moment, de la bonne manière. » Elle a ajouté « Le 29 septembre sera un autre jour de pleurs. » La communauté s'est réunie pour soutenir les Iskanders. Des inconnus ont envoyé des cadeaux, des prières, des câlins. Nancy a raconté comment la gentillesse a apporté un réconfort dans leur chagrin insoutenable. Zacharie a reçu des cadeaux de Noël de personnes inconnues. Des gens sont venus nous faire des câlins. C'est réconfortant. Le verdict a été rendu le 23 février 2024. Rebecca Grossman a été reconnue coupable des charges suivantes. Une accusation de meurtre pour le décès de 11 ans. Une accusation de délit de homicide involontaire avec négligence grave pour la mort de Jacob Iskander, âgé de 8 ans. Une accusation de délit de fuite ayant entraîné la mort. Le tribunal a ordonné à Rebecca de payer 47 000 $ en dédommagement à la famille de la victime. Malgré sa condamnation, Rebecca espérait une mise à l'épreuve. Son équipe juridique s'attendait à une peine plus légère, mais le 10 juin 2024, ils ont été choqués lorsqu'elle a reçu une peine de 15 ans à perpétuité en prison. Lors de la condamnation, Rebecca a présenté des excuses à la famille Iskander, affirmant « Dieu sait que je n'ai jamais vu personne ». Rebecca a écrit une lettre très étrange aux Iskanders. Au lieu de s'excuser, elle a dit que si elle avait vu leurs enfants, elle aurait dévié sa voiture dans le buisson. Elle a également contacté la NASA et SpaceX, leur demandant si des objets étaient tombés du ciel ce soir-là. Madame Grossman n'a jamais dit « Je suis désolée pour ce que j'ai fait », mais seulement « Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé ». Ce n'est pas une excuse. Nous réclamions 34 ans et nous voulions que ce soit consécutif, ce qui signifie qu'elle aurait été en prison pendant 30 ans, plus les 4 ans pour le délit de fuite. Le tribunal l'a rendu concurrent. Une semaine plus tard, Rebecca Grossman a été transférée à l'établissement pour femmes de Californie centrale, où elle purge maintenant sa peine. En l'honneur de leur fils, les Iskander ont créé la Fondation Marc et Jacob Iskander, un programme qui soutient les enfants défavorisés, les aidant à atteindre leur plein potentiel sur le plan académique, social et psychologique. Réflexion. Certaines tragédies nous rappellent combien rapidement le privilège peut devenir un bouclier, cachant la responsabilité derrière la richesse et l'influence. Mais la justice, bien que retardée, peut toujours trouver sa cible, nous rappelant que la mesure du caractère de quelqu'un ne se trouve pas dans ses titres ou distinctions, mais dans ce qu'il choisit de faire lorsque personne ne regarde. Je suis Victor, votre humble hôte. Pensez à liker et vous abonner avec la cloche pour être notifié des prochains cas. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.